Merci beaucoup. Je suis très heureuse de parler ce soir. Here, I'm going to speak English. Alors, je vais m'exprimer en anglais I think it's much better. parce que mon français n'est pas très bon. Je crois que c'est beaucoup mieux pour tout le monde si je m'exprime en anglais et puis je le mélange avec de l'espagnol. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, Francis. Merci pour ces mots très aimables. Je vais parler un petit peu sur le travail que nous avons réalisé dans l'atelier de l'innovation politique au cours de ces dernières années. Vous voyez qu'au cours de ces années, nous avons fait des bâtiments, comme vous pouvez le voir ici en bas. Toujours, nous avons produit ce que normalement les gens imaginent être de l'architecture, mais en même temps, nous avons fait bien d'autres choses, ce qui nous a permis de travailler avec des gens qui ne sont pas forcément dans l'architecture, qui sont dans le domaine de l'architecture, mais comme l'a dit Francis, nous avons travaillé avec des sociologistes, de l'économiste, des journalistes, des personnes qui traitent des mêmes choses que celles qui nous occupent, mais avec une autre perspective, d'autres technologies, d'autres méthodologies pour l'aborder. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc, si l'on regarde les projets sur lesquels nous avons travaillé au cours des dernières années, la maison sacerdotale diocésaine que vous voyez ici, IKEA des Obedience, comme vous voyez ici, ou la Tupper Home dont parlait Francis, ou le Rolling House for Rolling Society. Vous voyez les matériaux ici, ou la Suite Parliament Hall in Guangzhou, ou les Scalabox au Matadero à Madrid, ou la maison de Never Neverland à Ibiza. Vous voyez avec toutes ces fenêtres, toutes ces structures, tous ces éléments qui sont normalement reliés à l'architecture, mais la seule partie d'un plus grand projet qui traite de la façon dont nous traitons, dont nous inventons et nous mobilisons la société différemment. Comment nous transformons la vie quotidienne, la vie de jour à jour, d'une façon qui pourrait être plus semblable au potentiel que nous associons avec le contenu. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 4 choses différentes. D'abord, l'architecture en tant que société, de rendu de société, comme vous voyez ici, c'est l'un des campagne de publicité la plus importante d'IKEA, qui a été lancée en 2007 par une société qui s'appelle SCP en 2007. Et à l'époque, c'était la plus grande société de publicité en Europe. Et l'idée, c'était que la maison, c'est une république indépendante. C'est un slogan qui a été répété à l'envi, c'est-à-dire qu'il vous souhaitait la bienvenue dans la république indépendante de votre maison. Et donc, on est revenu sur cette idée que, par exemple, la maison, l'intérieur domestique est l'espace où l'on oublie les conventions sociales. C'est le lieu où l'on acquiert une sorte d'émancipation. Et bien entendu, cette idée, c'est que c'est une sorte de royaume et à la fois une république, une sorte de promiscuité politique qui est très importante pour s'assurer que l'on ne va pas rejeter un client éventuel. Cette idée éventuelle, bien entendu, c'est qu'on est le roi chez soi, ma maison, mon royaume, mais c'est aussi important que ces grands mots. Il y avait néanmoins un sentiment de savoir comment les intérieurs propres domestiques étaient indépendants de ce qu'il se produit à l'extérieur, de ce qui se produit dans la société dans son ensemble. Et nous avons commencé à lancer différentes contre-campagnes, des cas où des gens, des individus, précisément dans leur intérieur propre, dans leur maison, pouvaient établir un engagement avec la société. Nous avons vu des projets qui pouvaient être comme des designs qui pouvaient à la fois transformer la société collectivement et de façon très large. Par exemple, c'est le cas de Candela. Candela vit avec ses 3 enfants et ses petits-enfants, les chats, les chiens, toute une grande communauté d'individus qui ne gagnent pas tant d'argent que ça. Et pour pouvoir avoir une vie qui est soutenable, et Candela accueille différentes veuves qui vivent dans le quartier. Elles viennent tous les jours pour déjeuner. Elles apportent de la nourriture, elles sortent les chiens, elles amènent les enfants à l'école. Disons, c'est une économie alternative qui se développe à partir de ce qui se produit à l'intérieur de la maison où vit Candela. À partir de ce cas, nous avons commencé à produire des photos avec des photographes professionnels et nous avons
commencé à présenter une sorte de domesticité alternative à l'habituelle que l'on appelle la désobéissance d'IKEA. Ici, c'est Berta. Elle venait d'une toute petite ville en Espagne et elle est arrivée en Espagne. Elle a commencé à vivre dans ce squat pour femmes lesbiennes. Et donc, en fait, comment elle pouvait transformer son corps socialement. Et aujourd'hui, elle est passée par un processus de réassignation de genre. Donc, ce sont des processus qui n'exigent pas l'architecture, qui ne demandent pas l'architecture, mais qui se produisent à l'intérieur des bâtiments. Nous voyons les détails où elle a squatté, voyons comment c'est organisé pour voir comment est-ce que cela a permis la transformation de Berta. Ce bâtiment a joué un rôle fondamental dans la vie de Berta. C'était un bâtiment à 2 étages. Au rez-de-chaussée, il était ouvert sur la rue et il pouvait programmer des présentations, des films, des réunions avec les voisins pour créer une sorte de climat avec des éléments différents, traiter des questions comme le cas de Berta. Et à l'étage, il y avait une sorte d'espace d'intimité où toutes ces femmes pouvaient avoir une vie privée qui leur donnait le pouvoir, qui leur permettait d'avancer vers le processus d'un changement, quel qu'il soit. Et pour moi, l'architecture était fondamentale. Ce n'était pas une république indépendante, sinon que c'était un peu le royaume d'une transformation sociale qui n'aurait pas pu avoir lieu sans la participation de l'architecture. Ici, nous avons repris différents cas, Daniel, Dani, qui a été retenu par le MoMA. C'est la première situation qu'ils ont intégrée dans leur collection. Ce sont les différents cas que nous avons rencontrés dans la ville de New York. J'adore Modi. C'est à Long Island City, dans une maison de la banlieue, dans une maison très ennuyeuse où laquelle il n'arrive absolument rien. Elle a transformé sa maison en une sorte de salon et elle a commencé à ouvrir sa maison aux différents voisins. Ils pouvaient venir lui rendre visite pour avoir une coupe de cheveux. Et en faisant cela, cet espace est devenu ce que l'on pouvait considérer comme étant le plus proche d'un espace public dans le voisinage. Pour moi, c'est très important parce que nous pouvons voir ici avec l'architecture, des fenêtres, des portes, avec tout ce que vous pouvez voir ici sur cette photo, toute la transformation de la société pouvait être abordée. Tous ces cas, vous pouvez les voir ici en ligne. J'y fais à peine référence ici, mais ici, cette salle, comme avec IKEA Disobedience, nous avons commencé à travailler, où nous avons présenté toutes les situations et nous les avons présentées comme une sorte de démonstration en disant que ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel et que l'architecture était possible et permettait d'accueillir ces différentes situations. Lorsque nous regardons les villes, je pense que la plupart du temps, lorsque les architectes portent des villes, on parle à grande échelle, ce que l'on peut voir par exemple du ciel, mais c'est une autre façon de penser les villes où la réalisation de l'urbanisme que j'appelle prise de conscience urbaine, ce n'est pas vraiment la ville en tant que telle ou comme une sorte de morceau placé sur la terre, quelque chose de social, mais on voit quelque chose de différent, ou comment en détail différentes technologies interviennent pour donner libre cours à la vie quotidienne. C'est une sorte de prise de conscience urbaine qui est liée à l'architecture, qui peut fonctionner à différentes échelles et qui peut jouer un rôle essentiel dans la réalisation de la vie quotidienne. Et au cours des dernières années, en étudiant une sorte de cas, on pourrait dire importants, ou des cas qui semblent parfaitement pertinents dans cette espèce de défi au regard de la réalité urbaine. Bien entendu, tout le monde connaît Silvio Berlusconi, mais la plupart du temps, il est célèbre de par son activité politique. Et quand j'entends politique, c'est-à-dire une sorte d'être... il a été donc le Premier ministre, le président du Conseil en Italie, mais également, il faut penser à ces actions politiques qui sont liées à l'espace qui a été donné à l'architecture. Silvio Berlusconi, jeune, peut-être certains d'entre vous savent qu'il chantait dans les nightclubs, c'est une sorte de crooner. Il
suivait cette tradition napolitaine de chansons. Mais le plus important, c'est qu'il a fini par acheter le nightclub et il a commencé à se lancer dans l'immobilier et puis ensuite des développements urbains, l'urbanisme. Et ça, c'est probablement l'une de ses plus grandes réalisations, une ville satellite, une banlieue qui s'appelle Milano Due, qui est à 10 kilomètres du centre de la ville de Milan. Vous voyez, c'est une architecture qui ressemble à la plupart de ces villes satellitaires, de ces banlieues, de cette grande périphérie. Mais on peut voir comment quoi elle a été utilisée. On voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, qui est là et qui a permis à Berlusconi de s'enrichir de façon immense et de devenir extrêmement puissant. Voilà l'architecture que l'on voit dans Milano Due. Vous voyez cette sorte d'architecture rationnelle qui vient dans le processus où elles sont un peu plus vernaculaires, c'est-à-dire qu'ici, ce n'était pas vraiment le béton, le ciment gris du modernisme italien, la ligne plate. Il introduisait ces toits, ces couleurs rouges de la Lombardie, le paysage qui donne l'impression qu'on est un petit peu dans un paysage rural du nord de l'Italie. Mais ici, l'idée, c'était de s'approprier de quelque chose de particulièrement important, la réalisation d'une nouvelle société, la société des numéros 1. Sa compagnie présentait Milano Due comme la ville des numéros 1. Il produisait ici une société. Ici, ce sont des photographies qui sont fausses, qui ont été faites avec des célèbres photographes, avec des acteurs qui ont été sélectionnés soigneusement pour pouvoir anticiper ce que serait cette société du futur, une société où les gens qui travaillaient pour cette nouvelle scène, ce nouveau théâtre des compagnies multinationales qui se développaient dans différentes villes, à Milan, à Segrate, des compagnies comme Scotch ou Unilever ou 3M, ou n'importe des grandes multinationales, bien notamment des compagnies pétrolières. C'est-à-dire, ils développaient une nouvelle économie qui n'était pas gérée par les grandes familles du nord de la Lombardie et qui produisait, qui suscitait des nouvelles opportunités pour les gens de la classe moyenne et leur permettait d'avoir ainsi facilement accès à des salaires élevés. Donc, les familles, ces personnes qui ne venaient pas de ces grandes familles industrielles pouvaient se promouvoir, profiter de cet ascenseur social. Berlusconi créé un petit peu l'environnement pour cette nouvelle société, cette société des numéros 1 qui rapidement est devenue les responsables d'entreprises qui étaient les mieux payés de toute l'Italie et qui pouvaient vivre une vie qui n'était pas aussi formelle, aussi traditionnelle, aussi ennuyeuse que les familles classiques, mais ils apportaient une partie de cette exaltation, le fait qu'ils étaient jeunes, qu'ils apportaient cette espèce de côté un peu exaltant de leur jeunesse. Et voilà, c'est pourquoi ils avaient ces couleurs un peu rouges de la Lombardie, parce que ces personnes étaient le résultat, ou ce vice était le résultat d'une sorte de recherche très longue, comme une sorte d'ethnographie. Nombre des personnes qui vivaient là au départ et qui ont vécu là pendant longtemps ont créé une sorte de synthèse entre un mode de vie luxueux international et avec le fait des modèles beaucoup plus jeunes et écouter les musiques pop. C'est-à-dire que le côté un peu vernaculaire est apparu avec des nouveaux systèmes technologiques qui étaient très avancés, développés par des compagnies comme Hofer ou Biticino et des compagnies des systèmes que l'on utilise dans tous les bâtiments de bureaux. Ici, ils ont été introduits dans ces galeries en sous-sol qui avaient un système de chauffage centralisé, et là, également pour l'eau, et également un réseau de télévision centralisé. Et pourquoi un réseau de télévision centralisé? Parce que, comme vous pouvez voir, ici, les toits ne pouvaient pas être pollués avec toutes les antennes de télévision. Et pour éviter cela, c'est une sorte d'utilisation. Ils ont tiré parti de la réglementation existante à ce moment-là et ils ont créé ces galeries souterraines qui permettaient donc cette distribution centralisée. Ce qui a permis que le centre de la ville était utilisé par ce système, cette super architecture, le lac des Cygnes. Et
On pouvait avoir donc une télévision privée qui était une sorte de télévision où quelqu'un pouvait se connecter au système et accéder à Mediaset. Et ils avaient donc un pouvoir qu'ils auraient acquis, un pouvoir tellement puissant qu'ils ont réussi à procéder à la transformation de la société, en tout cas en distribution télévisuelle. Lorsque voyons le design de Milano Douai, il y a des grands jardins qui empêchent les voisins à voir les autres voisins. La grande idée, lorsque vous regardez par les vitres, vous ne voyez que des arbres. C'est quelque chose qui ressemble à un écran où vous avez un écran neigeux, où il n'y a aucun signal de réception. Il fallait avoir des relations directes avec vos voisins, mais toute connexion sociale doit passer par le sous-sol, là où tout l'aspect commercial était contrôlé par Berlusconi. Eh bien, c'est la même idée qui a été mise en place pour le design de la ville, qui a été appliquée au design de la TV. Sous ce lac des Cygnes, ils ont construit le premier studio de Mediaset. Mediaset pouvait commencer à diffuser les programmes qui étaient d'abord prévus pour Milano Douai. Ensuite, ils ont diffusé pour l'ensemble de l'Italie et pour continuer leur développement vers des pays du sud de l'Europe comme l'Espagne et même vers le nord, et le Pays-Bas et le Portugal aussi. Quelle était leur idée? Eh bien, leur idée était de devenir un point de passage obligatoire de toute relation sociale. Donc, le logement, le foyer avait un centre de télévision et les gens pouvaient voir que lorsqu'ils prenaient leur déjeuner, eh bien, ils étaient télévisés, ils étaient filmés. Et ils changent de canal. Et lorsqu'ils sont au lit, eh bien, ils peuvent actionner leur télévision et voir quelqu'un au lit. Eh bien, la différence, c'est que pour chacune de ces activités, il y a un modèle de consommation qui est appliqué. Vous verrez quelqu'un qui parlera après le petit déjeuner, eh bien, il souhaitera avoir un café. C'est la même chose qui se passe chez vous et qui se passe également à la télévision. Mais la différence, c'est que le café qui passe à la télévision, eh bien, il a tout un marketing, il a toute une publicité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de la coordination entre les jardins, les appartements, les baies vitrées, le sous-sol, les plans d'eau, les studios souterrains, les appartements, tout cela, c'est l'urbanisme transmédiatique, tel que je l'appelle, qui fait que le pouvoir, qui a permis l'établissement du pouvoir de Berlusconi. Eh bien, pour prendre l'ampleur de cela, est-ce que l'on peut faire quelque chose de mieux qu'a fait Berlusconi? Est-ce que l'on peut avoir un urbanisme inclusif, un urbanisme où participent différents acteurs, qui est équipé d'activités différentes et qui permet d'attirer la culture? C'est en quelque sorte l'opposé de l'invention de Berlusconi, mais néanmoins, vous pouvez constater la complexité de la technologie que Berlusconi avait mis en place à ce moment-là. Alors, nous allons voir également d'autres cas, le cas de la Murid Society, donc la fraternité qui vient, les frères qui viennent du Sénégal, aux États-Unis, en Europe. Il s'agit essentiellement de vendeurs à la sauvette dans les rues, ce sont des vendeurs de rue. Eh bien, ils sont organisés de la même façon. Mais dans ce cas, c'est tout un projet émancipateur. Voici l'un des appartements que nous avons étudiés au centre de Madrid, dans le quartier de Lavapiés, qui est occupé par des hommes venant de Sénégal. En général, ils sont réunis 5, 6 d'une même fraternité. Voici ce qu'ils faisaient au-dessus des toilettes. Ils occupaient la place supérieure où ils mettaient leurs valises.
Eh bien, ici, c'est la reconstruction de l'appartement à laquelle nous avons procédé. Alors, effectivement, cette architecture n'est absolument pas intéressante en soi, mais elle commence à être intéressante lorsque l'on voit comment l'on peut travailler avec les supermarchés dans le voisinage, avec cet espace de rassemblement dans cet appartement en utilisant des téléphones, des cellulaire. Toute cette technologie permet à ces hommes qui travaillaient en Europe d'envoyer de l'argent aux autres membres de la famille qui étaient restés dans des exploitations agricoles comme ceci à Tuba. Eh bien, ces appartements, on peut les trouver dans toute l'Europe. C'est un autre appartement que nous avons étudié à Paris. Et là, il va y avoir une véritable prise de conscience urbaine. Comme dans le cas de Berlusconi, tout ceci est construit autour de différentes médias. L'utilisation des formes, comment ils se parlent, les réseaux télévision, les programmes de football, toutes les technologies qui permettent de créer un contexte et où il y a effectivement un développement politique. Alors, quels sont les rôles que l'architecture peut jouer dans la mise en place de cette prise de conscience et de cette exaltation davantage culturelle? Ici, cela semble tout à fait banal, mais c'est l'une des sociétés d'architecture les plus connues, Harvest Digital, dont les bâtiments sont extrêmement chers. Et comme vous le voyez, nous sommes sur la passerelle d'un bateau. Vous voyez la tringlerie et toutes les personnes qui sont en face sont en fait sur un bateau extrêmement cher. Alors qu'est-ce qui se passe en face de nous? Ce sont une scène très importante. Il y a 4 ou 6 personnes, si nous prenons en compte les 2 personnes qui sont sur la plage. Eh bien, ces 4 personnes risquent d'avoir une histoire de flirt, et tout au moins ce qui est dit dans le récit. Pour le moment, on ne s'en rend pas vraiment compte. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Eh bien, c'est très important, car que constate-t-on? L'architecture doit faire innovation. Il faut y inclure d'autres importations. Lorsque ces appartements vont être vendus, eh bien, il faut qu'ils aient d'autres rôles, d'autres fonctions, d'autres rôles pour les gens qui vont acheter ces appartements et des rôles pour également les gens qui occupent déjà ces appartements. Lorsque l'on voit comment ces appartements sont vendus, eh bien, il y a toute une promesse à l'adresse de la société, et cette société sera engagée dans une véritable histoire d'amour. Et l'architecture est la clé qui permet que cette histoire d'amour se concrétise. Voilà autre publicité qui est produite par un produit architectural, l'un des plus chers qui est vendu par le monde. C'est un ensemble à Park Avenue, au 32 Park Avenue. Et B-Box est une société d'architecture qui se charge de la protection et de la maintenance des logements. Et ici, il y a tout un ensemble de design avec l'étude sur les marbres, sur les baies vitrées. Eh bien, ces personnes font d'abord apporte en plus à ce bâtiment toute une information additionnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au cours des dernières années? J'ai suivi tout le processus de construction de cette tour, et ce qui est intéressant, c'est de savoir et voir comment cette image avait été réalisée. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette image, cette photo auparavant?
Alors, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une photo qui avait été publiée dans des revues sur l'architecture, ça n'a pas été publié dans le New York Times, ce n'est pas une photo que vous pouvez trouver sur le site web du projet, c'est une photo qui est uniquement donnée aux personnes qui souhaitent acquérir ces appartements et ont les moyens de le faire et qui peuvent payer 22 millions de dollars pour acheter un de ces appartements. Seulement 400 magazines de ce type ont été produits. Ils n'ont jamais été postés sur Internet. Lorsque l'on voit tous les efforts qui ont été nécessaires pour la production de ces 400 magazines, c'est énorme. L'actrice avait été choisie parmi 500 candidates. C'est un processus qui a duré 2 semaines. Les personnes qui sont au fond sont également importantes. La personne que vous voyez ici, le plus petit, c'est l'acteur qui est le plus difficile à contracter. Il n'est pas professionnel. C'est le Danny DeVito, la doublure de Danny DeVito. C'est un businessman de New Jersey et McGlow, le promoteur, l'a convaincu à faire partie de cette photographie. Et ici, il joue le rôle du designer pour que tout ceci soit possible. Et il fallait que les gens croient que ceci peut leur arriver s'ils achètent cet appartement. Il y a une promesse dans cet appartement qu'une personne aussi laide que lui, mais riche, peut être intégrée dans une telle situation où il peut être très heureux avec la femme qui a été sélectionnée ici, qui est en train de boire son dry martini. Alors, pour moi, c'est tout à fait intéressant, car l'on voit que l'architecture fait des promesses à la société. Elle annonce quelque chose à la société. Les idées qui sont mobilisées sont très naïves au plan politique. Elles reprennent les idées d'Hollywood et du happy end traditionnel. Alors, bien entendu, nous savons qu'une femme aussi intelligente telle que Julia Roberts, dans Pretty Woman, dans le rôle de travailleuse du sexe qu'elle faisait, était très heureuse avec Richard Gere tel qu'il nous apparaît maintenant ici. Donc, si nous faisons de l'architecture politique, si nous connaissons les problèmes des gens, je crois que l'on peut atténuer leur vie et introduire des activités, des événements agréables à intégrer dans leur vie quotidienne. Eh bien, c'est ce que nous avons fait dans un projet tel que celui-ci. C'est la façon dont nous avons mis en place donc le séminaire de Placencia. C'est une photo des années 50 du temps de Franco. Ce bâtiment était utilisé en tant que séminaire mineur pour les jeunes séminaristes de l'âge de 12 ans. Ils avaient leur première information avant de devenir des prêtres catholiques. Ici, vous voyez qu'il y a une atmosphère très particulière. Un prêtre qui essaye de contrôler le comportement, le corps et les pensées des gens. C'est tout un exercice. Et il y avait un type de société homogène qui était produit par cela, et ceci était également dû à l'architecture. Nous voyons ici la taille des dortoirs et il veillait à ce que les prêtres se couchaient à l'heure dite et ne jouaient pas aux cartes ou ne faisaient pas d'autres activités. Eh bien, il fallait renverser cette tendance, il fallait renverser ce rôle pour qu'il ait une fonction plus politique. Voici le bâtiment. Nous avons transformé cette maison sacerdotale de Placencia, où l'ancien séminaire mineur en maison sacerdotale diocésaine, et c'est la résidence pour tous les jeunes qui sont éduqués ici. Et lorsqu'ils deviennent plus vieux, eh bien, il fallait qu'ils aient un endroit pour rejoindre leur communauté, pour finir tranquillement leur jour.
Eh bien, nous pensons que s'ils revenaient, ce serait mieux s'ils revenaient non pas dans un lieu qu'ils avaient connu totalement unifié, où les règles étaient édictées par ces prêtres vêtus de noir, mais un lieu où ils pouvaient exprimer leur propre opinion, pouvaient avoir leur voix dans la configuration de leur vie quotidienne. Alors, à quoi cela ressemble? Alors, bien entendu, tout cela a suscité moult controverses, mais nous avons voulu modifier les limites de la ville et l'environnement afin de créer des espaces, des places où les relations avec les voisins pouvaient être davantage productives. Mais il s'agissait essentiellement d'axer le projet sur la vie intérieure du bâtiment. Voici la chapelle. C'est un peu la chapelle self-service en quelque sorte. Et autour du bâtiment, nous avons annexé des jouets que nous appelons des jouets politiques. Et pour les gens qui y vivaient, eh bien, il fallait qu'ils prennent des décisions risquées pour que le bâtiment fonctionne. Alors, pour que tout puisse fonctionner, eh bien, il faut prendre des décisions que certaines personnes n'aimeraient pas, mais qui fait que vous apparaîtrez comme une personne ayant une opinion et sur le même débat, d'autres personnes auront d'autres opinions. Et nous utilisons des télécommandes, nous partons du principe de l'utilisation du télécommande à la maison lorsqu'il y a débat sur la chaîne qu'ils veulent regarder. Et ce type de discussion, eh bien, c'est les discussions que nous avons tous les jours. Il y a quelqu'un qui prend une décision et chacun a une opinion et c'est à partir de ce moment-là que nous avons une discussion de caractère politique qui est tout à fait intéressante. Voici le jardin que nous avons conçu. Nous avons divisé le jardin en parcelles plus petites en attribuant un nom, un chiffre à chacune de ces parcelles. Chaque parcelle était attribuée aux personnes qui vivent dans cette maison diocésaine. Chacun pouvait prendre une décision sur ce qui allait se passer dans sa parcelle, certes, mais ce qui est important, nous n'avons jamais défini les frontières, les limites de chacune de ces parcelles. Donc, c'est une opportunité de discussion pour eux. C'est une opportunité d'établir leurs propres règles et de négocier leur vie quotidienne en évaluant les options, les idées et les priorités que tout un chacun pouvait faire valoir. C'est une photo des personnes qui ont vécu ici un an après. Le photographe de Domus Center les a suivis pendant 2 jours et ce qui est intéressant, c'est qu'on constatait que l'ensemble de ces choses ont été utilisées et transformées par les occupants. Ici, c'est une partie des jardins. Vous voyez que les chiffres ont été totalement réorganisés. Il y a eu tout un processus controversé d'où ont émergé ces décisions. La personne que vous voyez à la gauche n'est pas là pour montrer l'échelle de cette photo, mais il était responsable de ces jardins et il veillait à ce que nous n'allions pas endommager ces plantations. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne est arrivée à un accord avec 3 autres prêtres. Ils utilisaient leurs parcelles. En fait, il y avait partage avec eux. Donc la question que je me suis posée était la suivante. Pour ce design, est-ce que l'on peut concevoir une architecture qui peut forcer ou inciter les différentes sociétés instituées par ces personnes à déterminer leur vie quotidienne? Est-ce que l'on peut penser à un environnement comme cette maison sacerdotale plutôt que d'avoir une unification? Est-ce que l'on peut faire en sorte que les gens prennent des décisions pour faire valoir leurs préférences dans le façonnement de leur vie quotidienne? Voilà. Ici, vous voyez un petit peu, je regarde cette image, vous voyez toutes ces personnes lutter pour une chose en particulier. Ils luttaient, par exemple,
pour la façon dont les personnes qui avaient les petites parcelles à l'entrée faisaient pousser des oignons. Cette dame-là était furieuse parce qu'elle trouvait que ce n'était pas du tout respectable de faire cela. Mais ces personnes-là, en revanche, étaient plutôt dans l'idée de produire des fruits dans leur jardin. Tout cela, bien entendu, c'est cette espèce de rendu où l'architecture joue un rôle fondamental, c'est-à-dire ce rendu. Ce n'est pas une sorte de fiction d'une fin heureuse, mais en réalité, il s'agit d'un lieu où l'on pourrait célébrer les différences. Maintenant, je voudrais vous parler de deux constructions architecturales différentes. Escalabox et Cosmos. Ce sont une sorte de designs relationnels, mais en même temps, ce sont des objets. Ils sont à la fois des designs d'objets très spécifiques, mais également, ils permettent de créer la société. Ils sont même très inclusifs et dans une certaine mesure, ils permettent à la société de devenir plus politique dans la façon dont elle devient plus capable d'introduire la diversité que les individus ont déjà dans leur cerveau, dans leur esprit, dans la réalisation de leur quotidien. Ici, la distribution de l'un des espaces les plus importants de culture contemporaine à Madrid. Comme vous pouvez voir, la plupart de ces lieux, particulièrement ceux qui traitent d'art contemporain, sont concentrés essentiellement au centre de la ville, dans les zones qui sont les plus onéreuses en matière d'immobilier et de coûts au mètre carré. Certains se trouvent ici au sud, mais la plupart se trouvent au centre de la ville. Mais c'est très différent de la distribution des espaces indépendants de production culturelle. Quand on voit ici ces différentes cartes, on voit qu'il y a quelque chose qui intervient entre ces différents territoires et cette façon de construire ces différents territoires. En réalité, la plupart de ces espaces n'ont jamais été invités à participer dans un lieu qui est en fait l'ancienne abattoir El Matadero, qui est un lieu d'expression culturelle contemporaine très importante ici. C'est l'ancien abattoir de la ville qui a perdu donc sa fonction il y a quelques décennies et il a été transformé dans un espace pour la production culturelle et les manifestations culturelles. On nous a demandé d'intervenir sur la place parce que cette place du Matadero, de l'abattoir, avait donc des sortes de plateaux de charge. Ils avaient été construits, ces sortes de quais de charge, pour accueillir les camions. Et en été, évidemment, il fait très chaud. Il nous a demandé de produire quelque chose qui permettrait d'apporter une sorte d'ombre sans compromettre sa flexibilité, sa souplesse. Et donc, nous avons imaginé des constructions mobiles qui pourraient s'adapter aux différents besoins de l'espace, de la place, c'est-à-dire qu'on pourrait les réunir, les déplacer, quand on veut créer une sorte de marché, on peut les distribuer sur l'espace, permettant ainsi aux personnes de pouvoir organiser le petit marché autour des espaces ombragés. Donc, nous avons imaginé ces engins mobiles et lorsqu'il s'est agi de les construire, nous avons pensé qu'il serait une bonne idée d'utiliser des matériaux, des technologies qui existaient déjà et que l'on pouvait customiser, c'est-à-dire nous pouvions en profiter et les recombiner. C'était des composants qui étaient construits de façon massive et donc ce qui a permis d'avoir des coûts de production extrêmement bas. Et vous voyez, quand nous les avons construits, vous avez vu comme nous les avons habillés, les customisés en introduisant de nouveaux éléments de structure. Vraiment, elles apparaissent comme une sorte de structure sur des grandes roues avec, disons, une amplitude de 40 mètres en recombinant des éléments existants qui n'avaient rien à voir avec la fonction originelle pour laquelle ils avaient été conçus au départ. Donc, vous voyez, c'est toute une série de composants que nous avons conçus. L'idée ici, c'est qu'ils pouvaient agir et se présenter comme une sorte de constellation de technologies que l'on pouvait recombiner en fonction des besoins. C'était tellement bon marché, très, très bon marché. Donc, nous avons pu avoir tout le
budget pour pouvoir produire d'autres éléments, par exemple des chaises que l'on pouvait déplacer, des tables également que l'on pouvait déplacer, mais également pour introduire des équipements tels que les projecteurs, les haut-parleurs, la lumière, que les gens pouvaient utiliser en tant qu'espace pour des expositions culturelles, des performances, le partage, la production, sans pour autant avoir été invités. L'idée ici était de suréquiper tous ces éléments de façon à ce que, sans avoir été invité, quiconque qui pouvait arriver ici pouvait les utiliser à sa façon, une façon de recombiner les deux géographies que nous avions observées et rendant ainsi possible le fait que toutes ces personnes qui, autrement, n'auraient jamais été invitées à se produire au Matadero pouvaient jouer un rôle essentiel dans l'espace et intervenir dans tout ce grand espace de cet ancien abattoir. Ici, ce sont des images que nous avons récupérées depuis lors sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement. Et lorsque l'on les regarde, on voit qu'il y a toute une variété d'événements qui se sont produits au cours de ces dernières années dans les Scaravox. Indubitablement, c'est vraiment l'un des investissements les meilleurs marchés qui a été fait sur le Matadero, sur l'ancien abattoir. Tout cela a coûté moins de 100 000 € et c'est la construction qui accueille le plus grand nombre de publics dans tout l'espace du Matadero, environ 400 personnes qui sont là tous les jours, tous les soirs, qui sont là. Les personnes arrivent là, ils peuvent se connecter, brancher leur appareil, leur guitare électrique ou ce qu'ils veulent et utiliser ces matériels qui sont à leur disposition. Et comme ça, les gens peuvent venir les écouter, regarder. J'aime beaucoup cela parce que beaucoup de ces activités qui ont lieu là sont très variées. Les gens jouent de la musique, mais également, il y en a d'autres qui font des conférences ou vendent des choses ou n'importe quoi, enfin, donner des cours ou organiser, par exemple, des batailles de tomates. Et donc, en fait, quand je regarde toutes ces choses que l'on peut réaliser, probablement, c'est plus riche, c'est plus bénéfique, c'est plus riche que d'autres choses qui sont programmées de façon classique au Matadero. C'est en fait un petit peu toutes ces installations architecturales qui permettent que cela prenne vie ainsi. Le dernier projet dont je voudrais parler, c'est celui de Cosmo, qui a été mentionné par Francis, que nous avons réalisé l'été dernier au PS1. Et l'idée, c'est de me donner un tube et je vais déplacer le monde. En fait, c'est pas exactement ça. Cela revient d'une grande recherche que nous avons menée à bien au cours des 3 dernières années, c'est-à-dire la façon dont les gens établissent un lien avec l'eau à Los Angeles. C'est le cas ici de Abel, qui est d'Uruguay, de Colonia, qui a émigré aux États-Unis en 1968, la même année où Berlusconi a réalisé Milano 2, la même année où beaucoup de choses se sont produites, la même année où elles se sont produites, notamment lorsque la Cinémathèque ici était accueillie ici. Ce qui est très important ici, c'est que le projet d'Abel était également politique. Il était aussi politique que le projet de mai 68 ou le Milano 2 de Berlusconi, mais différemment. Il est allé aux États-Unis parce que le lieu où il habitait, Colonia, avait été entièrement transformé par l'introduction de systèmes d'irrigation comme ceux que nous avons utilisés pour la création des Scarabox. Des toutes petites fermes comme celles que possédait sa famille ont été retirées et la terre a été consolidée en grandes propriétés qui appartenaient désormais à des grandes entreprises et qui ont commencé à pratiquer des monocultures en latifundia de façon centralisée, de façon industrielle, gérée complètement comme des entreprises de façon industrielle, de sorte que les fermes comme celle où vivait Abel avec sa famille ont disparu. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que Abel, là où il a émigré, a recréé le jardin qui était semblable à celui qu'il avait à Colonia. Mais il n'a pas fait seulement ça. Et ses amis, ses frères, ses sœurs
ils vivent dans différents lieux du monde et tous ont recréé une sorte de jardin qui ressemble à celui qu'a créé Abel ici à Silver Lake à Los Angeles, comme on peut le voir ici sur la photo. Ils se connectent tous les jours sur Skype et ils partagent les semences quand ils ont fait la récolte. Donc vous voyez ici, ce sont des courgettes, des courgettes que nous montre Abel sur la photo. Ce sont des graines qui lui ont été envoyées depuis l'Italie de l'un de ses amis qui a émigré là-bas lorsque leurs fermes ont été détruites à Colonia. Pour moi, c'est un projet transmédia dans la mesure où finalement Skype, les graines, les semences recréent un lieu qui auparavant a été concentré sur une même colonie. Et ils n'ont pas disparu lorsque les systèmes d'irrigation sont apparus, mais ils ont été divisés, fragmentés dans le monde, mais néanmoins, ils sont restés, disons, liés par l'action de ces personnes qui partagent les semences, les graines et qui se connectent et qui créent des sortes de fermes là où ils se trouvent dans le monde. Et cela est également lié à l'eau, parce que lorsque Abel a créé ce jardin, a conçu ce jardin, eh bien, il a pris l'eau qui est l'eau usée de la maison et il l'a réorienté dans les différents lieux du jardin. Donc, une sorte de système d'irrigation. Lorsque les grands systèmes sont arrivés à Colonia, ils ont redistribué une sorte de nouveau système qui ressemblait à cela et en se connectant à travers de Skype et avec des graines qu'ils partageaient. Mais cela a permis, disons, de créer à Los Angeles une culture qui autrement aurait disparu. Dans une certaine mesure, nous avons essayé de recréer de façon fragmentée l'infrastructure de l'eau ou de créer une sorte de prototype où la vie pouvait apparaître dans une infrastructure ouverte avec l'utilisation de l'eau. Et c'est là l'origine de ce projet Cosmo que nous avons construit à PS1 et qui est à l'heure actuelle présenté de façon itinérante dans différents lieux. Voilà comment le projet s'est présenté le premier jour sur Instagram. Voilà, c'est une sorte de réalité que nous avons voulu présenter. L'eau, bien entendu, à New York est quelque chose de très important. Elle se trouve partout, mais en réalité, dans une grande partie de l'infrastructure de l'eau est invisible. Elle est cachée sous les rues. C'est des centaines de kilomètres de tuyauterie qui sont dans le sous-sol. Et quand on voit ici, les usines de traitement des eaux sont réparties à travers la zone. Donc, ce sont des usines de traitement des eaux qui sont très chères et au sein de la ville de New York, seuls les deux derniers maires se sont vus obligés à augmenter le prix du logement de façon à ce que les revenus des taxes et des impôts permettent de financer l'existence de ces usines de traitement des eaux comme celle-ci. Donc, cela permet l'approvisionnement en eau de zones urbaines telles que nous l'avons vu auparavant, qui sont extrêmement luxueuses. Comme vous voyez, c'est enfermé évidemment dans des lieux qui sont protégés, qui sont complètement inaccessibles, complètement protégés. Ce sont des espèces de boîtes noires. Personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il y arrive. Mais lorsque l'on voit d'autres traditions qui expliquent un peu quel est leur rapport à l'eau, on voit donc ces infrastructures qui pourraient être des petites infrastructures à la mesure humaine, proches de leur vie quotidienne, qui ne sont pas enfermées, qui sont compréhensibles, qui sont une sorte de source de moments de gaieté. Voilà, c'est ce que nous avons essayé de faire avec Cosmo. Nous avons pensé que l'on pouvait imaginer ceci pour traiter l'eau, la purifier, la nettoyer à partir du système d'égout grâce au département de la protection de l'environnement aux États-Unis. Et nous l'avons donc traité. Cette eau usée, ces eaux usées ont été traitées en 2 semaines. C'est-à-dire, elle est devenue potable en 2 semaines. C'est très peu de temps. Mais évidemment, c'est un espace un petit peu d'amusement. Donc, on peut la rendre compatible, le traitement donc des eaux usées, avec une toxicité complètement limitée, mais c'est également un lieu où on
peut s'amuser, en profiter. Voilà un petit peu à quoi cela ressemble. Tout cela s'est produit, est arrivé parce que l'eau passe à travers différentes parcelles, à différents espaces de terre, comme vous voyez ici. Ce sont des écosystèmes humides. L'eau passe à travers de cela. Il y a une interaction avec différents sédiments. Et puis ensuite, elle remonte. Elle est exposée à rayonnement du soleil, permettant de tuer toutes les bactéries. Puis elle passe par les algibacs, où disparaissent les engrais azotés, les nitrates. Et puis ensuite, elle repasse à travers cette espèce de lieu, disons, elle revient ensuite à la fin, à l'origine. Donc, vous voyez, c'est tout un petit peu... Elle devient potable après 2 semaines de ces différents traitements. Elle passe par ces différentes étapes. Et là, je suis en train de vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble, comment cela fonctionne, je vous l'ai expliqué, mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas tellement la fonction, mais comment le processus, quel qu'il soit, peut devenir visible et compréhensible pour les personnes qui sont autour. Au lieu d'avoir une espèce de boîte que personne ne comprend, avec laquelle personne ne peut interagir, nous avons reconçu l'espace de façon à ce qu'il soit compréhensible pour chacun, transparent dans une certaine mesure, de façon à ce que le rôle des individus vis-à-vis dans leur rapport avec cela soit beaucoup plus interactif. Et c'est quelque chose de très important. Comme vous pouvez le voir, nous avons introduit avec le département de Interface Design de l'Université de New York, nous avons introduit ce projet, voir comment la façon dont évoluait l'eau à travers ces traitements. Et les gens pouvaient donc télécharger l'app sur leur téléphone. Ils pouvaient voir un petit peu l'évolution. Ça s'appelait Cosmo MoMA. On peut le télécharger sur le téléphone. Et donc, chacun pouvait suivre l'évolution de l'eau. Mais pas simplement cela. Nous avons élaboré également un système d'éclairage, une sorte de langage qui permettait de le voir comment la lumière évoluait pour voir l'évolution de certains paramètres de l'eau, comme la turbidité ou l'oxygène. En fait, tout a été conçu avec des composantes existantes, donc toute la construction, et c'est avéré être évidemment très bon marché, très facile à concevoir, mais également cela a permis d'avoir une sorte de composant itinérant. Cosmo est désormais en train de se déplacer, de voyager d'un lieu à un autre. Nous avons un Cosmo au Texas. Certains des composants se trouvent à New York et ils vont rester là-bas, tandis que d'autres seront envoyés en Suède. En fait, c'est toute l'idée d'avoir toute une série de composants qui peuvent être réassemblés à plusieurs reprises dans différents endroits, séparés, mise en œuvre par morceaux. Plutôt que d'avoir une sorte de matérialité fixe, cela pourrait se transformer en quelque chose qui pourrait voyager et avoir une troisième, une quatrième, une cinquième vie. Mais pas simplement cela. La technologie à laquelle nous avons eu recours et que nous avons transmise, que nous avons fait connaître aux gens, explique un petit peu comment fonctionne Cosmo. Elle est expliquée très facilement dans les nombreuses vidéos que nous avons postées sur YouTube, sur Tumblr également. L'idée ici, c'est que nous pouvions partager cette connaissance avec tout le monde de façon dans une conversation ouverte, expérimentale, et peut-être que Cosmos pourrait être produite par des gens qui ne savaient pas comment le faire, et c'est-à-dire on retransmet cette science aux individus, à l'individu sur le terrain. Ici, il y a quelques Cosmos qui existent, certains à New York, au Chili, il y en a une en Espagne, et tous en suivant la connaissance que nous avons mise à portée dans ces différents espaces de communication et d'interaction. Voilà certains des espaces où vous pouvez les voir ici, comme là. Mais pour nous, c'était très important de faire en sorte que Cosmos devienne un lieu
où la vie quotidienne devienne agréable. Les gens peuvent venir le voir. Nous l'avons fait de façon à ce que l'évaporation d'une partie de l'eau, de la façon qui était traitée, disons, participait à la réalisation de l'espace. L'espace n'évitait pas les difficultés ou rendant la technologie qui permettent à une ville de fonctionner invisible. Mais en la laissant ici à l'œil nu, ouverte à la discussion, également pour en profiter de façon à ce qu'elle crée une sorte de caractère dans des petites communautés. C'est donc le projet que nous appelons Cosmo, où l'architecture est dans une certaine mesure au centre de la réalisation d'une société particulière de qualité particulière qui, à mon sens, permettent d'enrichir et d'améliorer ou d'apporter une plus grande complexité à la vie quotidienne au sein des villes. Voilà, c'est un petit peu ce que nous essayons de faire. Derrière tous ces projets, bien entendu, il y a des bâtiments, il y a bien entendu un design, mais il y a l'idée que l'architecture peut réorganiser la façon dont nous établissons des rapports entre nous, avec les ressources, notre rapport aux sociétés vis-à-vis des sociétés futures. Je pense que l'architecture peut jouer un rôle fondamental pour créer une nouvelle façon de penser la politique. Pas la politique des partis politiques, mais disons la politique dans laquelle nous créons notre vie au quotidien. Voilà, merci beaucoup.